Quand une femme arrive à ça, les hommes ont peur d'elle. Moi, je dirais que c'est de l'hypocrisie. La manière dont la femme lave ton caleçon, il faut laver son caleçon aussi. Tu crées une amitié en plus d'être belle. Maintenant, si toi-même tu es mignon, pour que l'acte que tu poses là, quand on va dire, ah, c'est l'acte de telle personne, que toi-même tu sois fier. Et à l'intérieur de chaque étape se trouve une idée ou des idées au moins et des mesures pour une relance économique. Je suis la pilote Ido, expert en finance et développement économique, gérante du cabinet d'études, d'audit et de contrôle et représentante résident de la CAD de Burkina Faso. J'aimerais aujourd'hui, avec le mois de 8 mars, on dit très souvent que c'est le mois de la femme. C'est le mois de Ramadan, nous sommes les mois des femmes, et nous aimerions échanger sur la participation de la femme dans la relance socio-économique des pays africains. Merci d'être venu. Merci Madame Ido. Moi c'est Zantia Apollinaire. Voilà, je suis un entrepreneur et également je suis l'auteur du livre Le parcours de mon âme, retrouver sa vraie vie au-delà des illusions. Quand vous remarquez, depuis notre naissance, on nous a imposé des voies à suivre. Notre éducation nous a imposé des voies. Notre famille nous a imposé des voies. Et au fond de nous-mêmes, il y a un vide qui est là. Voilà, il y a une voix qui essaie de nous dire qu'on n'est pas sur notre chemin d'âme. Et cette voix, c'est la voix de l'âme. Donc j'ai écrit ce livre pour guider à toute personne qui veut vraiment retrouver sa vraie vie au-delà de tout ce qu'on dit, au-delà des illusions de ce monde. Madame Ido, quelle peut être la participation de la femme dans la relance socio-économique en Afrique? Ok, notons qu'aucune stratégie de relance ne peut être réussie sans l'implication pleine et stratégique des femmes. Quand nous prenons notre vie, nous voyons qu'elles représentent une part essentielle de notre tissu économique. Elles sont dans l'agriculture, elles sont dans l'élevage, elles sont dans l'agroalimentaire, elles sont en large partie de notre vie socio-économique. Elles occupent une large partie du secteur informel. Alors, les femmes ne sont pas un groupe à assister. Non. Ça veut dire que les femmes doivent participer. Elles doivent participer sur tous les plans de cette relance économique. Quand nous disons que les femmes représentent 52%, 53% de la population du Burkina. Voilà. Si nous estimons que la population totale fait 23 millions d'habitants et que elle représente 52%, ça veut dire quand même que la matière, voilà, elles sont sous-exploitées et elles sont principalement dominées dans les charges domestiques, voilà, qui empêchent d'ailleurs le épanouissement. Alors, ce que nous pensons, elles ne sont pas un groupe de personnes à assister, mais non, elles sont un levier stratégique à investir. C'est pourquoi nous avons tenu à échanger sur ça pour davantage galvaniser cette pratique. La pratique est laquelle? Valoriser la femme. Valoriser la femme. Secteur d'activité pour une relance économique réussie, surtout au Burkina Faso et partout en Afrique. Mais est-ce que vous pensez que la femme peut vraiment assumer ses tâches quotidiennes à la maison et participer vraiment activement au développement dans la société? Alors, c'est ça que je dis. Il faut prendre en compte ces contraintes sociales. Ce sont des femmes qui cumulent des responsabilités professionnelles, qui cumulent des responsabilités économiques et qui s'occupent également de toutes les charges domestiques. Donc, ce qui ça limite en fait la capacité de ces femmes-là à l'expansion, à leur expansion. Qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut essayer quand même de réduire les charges domestiques sur les femmes. Oui, mais pensez-vous qu'il y a une possibilité de réduire vraiment les charges domestiques de la femme? Moi, je crois. En faisant comment? Moi, regardez une femme. Que je suis directrice de la PCA. D'accord? Si je dois descendre, venir nettoyer la maison, faire la cuisine. Et le week-end, je me mets à faire la lessive de moi, mon époux, de 5 enfants. Il faut paraître que je ne serai pas efficace sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Voilà. Donc, il revient ici à évaluer ses charges domestiques. Évaluer dans tous les sens. Dans tous les sens. Ils ont pris leur coût. Qu'est-ce que ça va nous coûter de prendre des techniciens de surface pour le ménage, d'appeler de temps en temps des spécialistes en cuisine pour nous décharger un peu. Mais dans notre situation, c'est-à-dire en Afrique, est-ce qu'il y a les ressources nécessaires vraiment pour le faire? Il faut les payer. En comment? Non, il faut les payer. Je prends un exemple. Moi, je suis un fonctionnaire, par exemple. J'ai un salaire de 100 000 francs. Ma femme travaille à quelque part. Par exemple, elle est entrepreneur ou soit une commerçante. Est-ce qu'il y a une possibilité que moi, je dois enlever dans mon argent pour compenser les charges, les coûts des charges que la femme devrait occuper à la maison, ou bien c'est elle-même dans son commerce qu'elle doit enlever là-bas pour payer des techniciens de surface, des dames de ménage, comme ce que vous avez dit là? Alors, voyons terre à terre et soyons vraiment réalistes. Vous dites, vous êtes fonctionnaire, vous avez un salaire de 100 000. Elle est commerçante. C'est quel type de commerçante? Elle est quel type de commerçante? Elle vend des fruits au marché. Voilà, elle vend des fruits au marché. Bon, voyons, vendre des fruits. Quand je prends cette petite activité AGR, est-ce qu'elle aussi, elle peut avoir 100 000 francs comme bénéfice par mois? Oui, mais si elle a 100 000 francs, est-ce que c'est dans elle ces 100 000 là qu'elle doit enlever pour payer les charges qu'elle devrait faire, ou bien c'est comment? Ou bien c'est moi dans mes 100 000 que je dois enlever pour payer les dames, les nounous qui doivent s'occuper de la maison pour qu'elles puissent sortir pour faire des activités socio-économiques comme ce que vous l'avez dit. Premier, c'est une entente conjugale. Puisqu'on a pris le cas d'un couple, c'est une entente conjugale. Est-ce que vous payez? Si elle a un salaire de 100 000 dans son commerce, dans son petit commerce, si elle arrive à économiser 100 000 francs, vous, votre revenu fait 100 000. Ça veut dire que le revenu du ménage fait 200 000. Comment vous allez faire pour organiser votre vie? Ça, c'est vous. Vous asseyez, vous faites ça. Ce n'est pas Madame Ido, votre voisine, qui va venir vous montrer comment vous devez vous organiser. C'est vous de vous organiser pour voir comment vous pouvez gérer votre quotidien en ayant ce cumul-là de 200 000. De 200 000. Voilà. Est-ce que vous pouvez embaucher quelqu'un temporairement pour faire le nettoyage à hauteur de 5-10 000 francs? C'est à vous de voir comment vous pouvez vous organiser. Est-ce que vous, monsieur, vous allez accepter laver vos habits sans pour autant la surcharger, elle sachant que elle va laver pour elle et pour ses 2-3 enfants. Voilà. Parce que nous, les femmes aujourd'hui, quand on prend le cas du couple burkinabé, comme vous l'avez dit, africain, sachant que le Burkina fait partie de l'Afrique. Fait partie de l'Afrique. On prend par exemple un couple burkinabé. Je suis vraiment désolée de le dire, les hommes sont tellement à l'aise que pour eux, c'est les femmes qui doivent laver les habits. C'est comme ça. C'est pas écrit qu'elle doit venir être. Donc vous voulez dire que dans la société, dans le couple, ça veut dire que les tâches doivent être départagées. C'est-à-dire vous devrez mettre les tâches ensemble et voir qui peut occuper ça, ou bien qui peut occuper ça, ou bien est-ce qu'on peut chercher quelqu'un au dehors pour venir s'occuper de telles tâches pour que la femme puisse être à l'aise et puis faire certaines choses. Moi, pour la société. Je ne dirais pas de mettre les tâches ensemble, des partages. Je dis tout simplement, le mot est clair, s'organiser. S'organiser. Il faut s'organiser. Voilà. Donc, il revient aussi aux hommes d'enlever dans leur mind que la femme doit être en même temps épouse et puis s'occuper de toutes ces charges domestiques. Ça devient plus lourd. Elle coûte déjà les enfants.
Ok? Elle s'occupe, et l'anxiété d'une femme, l'anxiété première d'une femme, ce sont ses enfants. Si elle détourne son visage vers l'homme, c'est peut-être parce que l'homme ne s'en sort pas, ou encore il est convalescent. Là, elle revient à la charge pour prendre soin de l'époux convenablement comme il se doit. Sinon, c'est rare quand même de voir une femme filer entre les jambes de son mari. Voilà. Il est bien de faire ce qu'il veut, de rentrer à l'heure qu'il veut, mais elle ne réclame qu'une chose, la considération. Dans cette considération, il faut jouer ton rôle d'homme pour lui permettre aussi de jouer son rôle de femme et de s'épanouir dans son foyer. On a rigolé entre femmes, on disait, et Dieu n'a pas écrit quelque part que c'est la femme qui doit supporter les dépenses. Nous, jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore inculqué ça, ça n'existe pas même dans notre vocabulaire. Les dépenses, nous, on dit que ce sont les hommes. Et la femme, si elle doit porter la grossesse, saigner, et puis, etc., bon, elle aussi, elle va s'occuper de cette douleur originelle. Voilà, parce qu'elle aimait trouver ça. Et nous allons mourir et puis laisser cette douleur-là. Quoi qu'il en soit, porter une grossesse, c'est pas facile. Le jour de l'accouchement aussi, c'est une douleur terrible qui ne dit pas son nom. Donc, elle valorise ça et elle avance. Donc, dans le cadre socio-économique, il est demandé aux hommes d'épouser la stratégie selon laquelle la femme peut occuper le même poste et même mieux encore gouverner que l'homme. Mais est-ce qu'en ce moment... une histoire d'égalité, il faut faire la différence. C'est pas une histoire d'égalité. L'homme a sa place. Dans le foyer, dans la société et partout ailleurs. L'homme a sa place. Mais la femme aussi a sa place qu'il faut respecter, qu'il faut donner. Il faut accepter pour qu'elle assume cette place. Ok. L'homme peut être directeur général, la femme aussi peut être directrice générale, et même mieux. La femme peut être la présidente d'une république donnée. Voilà. Et est-ce que si on doit enlever certaines tâches que la femme occupe, est-ce qu'en ce moment on ne met pas en valeur, on ne met pas en cause les valeurs africaines de la femme? Non, moi je dirais non. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les choses. On dit les charges domestiques sont à outsourcer, c'est-à-dire il faut la décharger un peu de ça. Moi je suis femme, mais je ne vais pas permettre à ma nièce ou encore à une dame de ménage de venir faire mon lit conjugal. Donc vous voulez dire qu'il y a certaines choses... Il y a des choses secrètes. Il y a des choses secrètes que je peux dire, des vertus que la femme conserve chaleureusement. Si on prend le cadre social, conjugal, non. Les femmes vertueuses ne vont à jamais, je dis bien à jamais, confier certaines tâches à une nièce ou encore à une dame de ménage. C'est pas possible. À la rigueur, leur fille. À la rigueur, leur fille. Arranger le lit conjugal, je peux dire à ma fille, bon, rentre, tu vas chante au lit. Voilà. Maintenant, si la fille n'est pas là et que moi je peux le faire, je le fais. Mais il faut également que l'époux prenne plaisir de faire, même si c'est pour surprendre positivement, la femme veut prendre plaisir à je le dis, elle le rend encore plus vieux, plus jovial que d'habitude. Je suis d'accord pour ce que vous dites là, mais l'être humain n'aime pas qu'on l'habitue. Ça veut dire que si l'homme habitue à la femme là, à faire certaines choses, arrivé à un certain moment, la femme va voir que c'est une obligation pour l'homme de faire ça. Ça veut dire que le jour qu'il ne va pas faire, la femme peut grandir ou faire quelque chose. Moi, je n'écoute pas cette idée. Parce que j'ai vécu ça dans un milieu mondial. Voilà. Surtout les mots aussi. Quand on dit, quand je gère la femme, elle va s'habituer à ça et ça deviendra une habitude pour elle. Si je ne le fais pas, elle va trouver que c'est un problème. Non. Et il y a une manière d'aimer. Et une manière de chouchouter. Il y a des hommes que moi j'ai connus, même quand la femme est malade, elle n'arrive même pas à boire la bouteille de verre. Donc ça c'est inconnu. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est inconnu? Non. Si elle ne se sent pas, la manière dont la femme lave ton caleçon, il faut laver son caleçon aussi. Ah oui. Il faut qu'on se respecte aussi dans ce sens, il faut dire la vérité telle qu'elle est. La femme, elle lave tout.
Si elle accepte de le faire, ça veut dire que le retour, toi aussi, tu dois le faire. On n'a pas dit de le faire à tout moment, mais il faut montrer que tu es présent dans le foyer. Il faut montrer que tu aimes. Et généralement, les hommes n'ont pas le temps. Mais au moins, quand la femme est convalescente, sois présent. Sois présent. Sois présent dans tous les sens. Et c'est ça, quand tu n'es pas là, tout le monde est en deuil. Oui, tout le monde est en deuil. Mais si tu es gna ou bien tu es un lion de la cour, les gens vont souhaiter que tu ne sois jamais là. Quand papa n'est pas là, tout le monde est content. Quand papa n'est pas là, tout le monde est content. Ça, c'est pas bon pour toi. Ça, c'est pas bon. Ah non, on aimerait que tu sois là, que tout le monde soit content, que les enfants s'amusent, que toi-même tu joues avec les enfants. Oui, là, tu crées une amitié en plus d'être père. En plus d'être père. Oui, tu crées une amitié en plus d'être père. Maintenant, si toi-même tu es ignorant, tu es ignorant, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, comment tu vas faire pour aider la femme maintenant à rentrer dans cette stratégie de relance, bien qu'elle est une maille essentielle. C'est difficile. J'avais une question aussi à vous poser concernant le leadership féminin. Voilà. Est-ce qu'une femme peut être leader dans la société et faire la part des choses de sa leadership en société et de la place qu'elle occupe à la maison? C'est-à-dire toujours garder les pieds sur terre quand elle est à la maison et dans la société s'exprimer, voilà, prendre la parole et donner son avis. Est-ce que comment vous voyez ça, le leadership féminin aujourd'hui? Et il y a une chose qu'il faut savoir. Le leadership, on ne l'est pas avec. On le devine. Et même si tu es un bon leader, une femme, bon leader, dans notre société, en fait, je vais revenir sur la publicité. On a tellement éduqué la femme que la femme est devenue très bonne. Très bonne. Et elle devient même, et je peux dire, quand une femme devient indépendante, non seulement dans l'esprit, surtout dans l'esprit, parce que quand tu es indépendant dans l'esprit, tu as les pieds sur terre. Oui, tu as les pieds sur terre. Quand une femme arrive à ça, les hommes ont peur d'elle. Moi, je dirais que c'est de l'hypocrisie. Parce que si elle est pata comme ça aussi, ce que les hommes voient, c'est d'abuser d'elle. Plus vous abusez d'elle, plus elle prend conscience, plus elle se développe, plus elle devient d'elle-même son âme. Qui dit, c'est ça qui marche. Vous avez dit. Moment, alors, elle tient les deux ficelles. Et dans la société, et dans son foyer. Ceux qui arrivent à supporter cette femme sont ceux-là qui ont aidé leur femme à se développer. Je répète, ceux qui arrivent à comprendre ces femmes, à supporter ces femmes-là, leaders-là, sont ceux-là qui ont aidé la femme à se développer. Sinon, c'est pas dans notre société burkinabé que la femme se développe seule et que toi, homme, tu la supportes. Parce que tu vas toujours trouver que, bon, elle a des grands airs, bon, c'est une patronne, non, comme ça. Moi, je suis femme, mais je fais la différence entre mon travail et le foyer. Parce qu'au niveau du foyer, le monsieur a sa place. Il a sa place, il faut le respecter, il qui est. Là où tu peux dire que je suis bizarre, c'est pour ça que je ne vais jamais te poser la question de savoir tu viens d'où. Comment ça va? Je vais te voir. Si je dois t'accompagner à grignoter, je t'accompagne à grignoter. Si je suis rassasié, c'est là-bas, et je vais m'asseoir pour poser avec toi comment a été ta journée. Le reste, ne planche pas dedans. Parce que si tu veux chercher le pouls sur un crâne rasé, tu vas te mettre dans ces gens d'histoire. Et c'est toi qui veux les côtés. Chacun a déjà eu trop au cours de la journée, donc on peut se le poser. Pour moi, ce cocon-là, ça va être un havre de paix et d'entraide. Voilà.
Et nous, les femmes, on a coutume de se confier à nos époux. Certains époux aussi, qui sont arrivés à un certain sommet, se confient également à leur épouse. J'ai une question. Vous avez dit que le leadership, ça se cultive. Mais est-ce qu'une femme aujourd'hui qui s'est mariée avant, voilà, qui n'a pas connu ce qu'on appelle le leadership, qui n'a pas connu que la femme peut prendre la parole pour diriger quelque chose, et aujourd'hui elle est mariée, voilà, ça veut dire que est-ce que cette femme-là peut aujourd'hui prendre la voie du leadership sans être indexée par son mari? C'est pas facile pour une femme de notre société, même d'être leader. Il faut que je dise, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec les autres, surtout si tu es marié, comme vous le dites, c'est pas facile. Il faut que le gars nous soit mature. Quand je dis mature, là, c'est-à-dire que dans son mind, il est calé. Il veut tirer sa femme pour qu'il puisse s'envoler ensemble. Pour qu'ils puissent grimper et demeurer au sommet ensemble. Si ce monsieur-là n'a pas ça dans sa tête-là, même si la femme c'est une déesse, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que le monsieur arrive maintenant à se convertir à elle, sa vision. Qu'il accepte et épouse même la vision de cette femme-là. Afin qu'il puisse découvrir ça. Sinon, le monsieur va mettre tous les problèmes sur. Et si l'homme doit épouser la vision de la femme, quelles seront maintenant les visions de l'homme? Bon, parce que nous, par exemple, très souvent, la femme rapidement se convertit. Rapidement se convertit. Oui. Elle est musulmane, elle peut décider d'épouser la religion de son mari, de suivre la religion de son mari. Bon, mais c'est rare de voir un homme quitter sa religion pour la religion de sa femme. Aujourd'hui, on assiste à des couples mixtes sur le plan religieux. Tout simplement parce que la société a évolué, on a accepté qu'il y ait ce mariage mixte. Sinon, avant, c'est la femme qui reste sa religion et part avec le monsieur. Moi, j'ai connu des filles, des femmes qui ont laissé la religion catholique protestante pour être musulmane, parce que le monsieur est devenu musulman. Voilà. Donc, facilement la femme se convertit, mais difficilement l'homme se convertit. Si l'homme se convertit, ça veut dire qu'il y a son intérêt dedans. Oui, c'est qu'il y a son intérêt dedans. C'est qu'il y a son intérêt dedans. C'est-à-dire que, bon, il peut gagner tous les repas à manger, tout, voilà. Donc, il va se convertir pour épouser la vision de la femme. Moi, j'ai connu un monsieur qui a dit que, même si je vais rentrer un peu amoureux, il y a un talon ton entier. C'est l'homme qui a dit ça. C'est l'homme qui a dit ça. L'époux qui dit ça. Bon, si tu as un événement comme ça, tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Et c'est ça. Donc c'est la femme qui va sortir se battre. Même si elle s'est prostituée et l'a amenée, toi tu vas manger. Tu vas manger. Bon, c'est mieux que tu rentres directement toi-même, tu pèses ta propre compte et puis tu vas. Voilà. Parce qu'on n'a pas dit à la femme de tout faire. Elle ne peut pas accoucher et puis se lever, se battre, saigner pour éduquer les enfants, pour payer les frais de scolarité de ses enfants pour qu'elles réussissent. Mais la majeure partie des cas, après vous allez dire que non, la femme influence les enfants contre vous. Pas du tout. Les enfants eux-mêmes voient. Si c'est la femme qui doit se battre, sortir vendre ses cacahuètes, ses balais secs, ou bien ses fruits de tout, payer les frais de scolarité, ou encore aller faire la maraîchère-culture, payer les frais de scolarité, quand les enfants vont se lever, c'est la maman. Oui, c'est la maman, ils voient. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que la femme elle-même se cherche. Elle est neutre dans l'éducation. Mais quand les enfants vont se lever, c'est lui. Oui, mais en ce moment, comment envoyer les hommes à comprendre que la femme a une vision, qu'une femme est un être humain et chaque être humain a son chemin qu'elle doit prendre? Comment envoyer les hommes à épouser l'idée que tout être humain doit être indépendant? C'est là le parcours du combattant. C'est là le parcours du combattant. Comment amener l'homme à accepter que la femme a un cerveau? Et surtout, vous savez que la femme, on a coutume de dire que la femme
mûrit vite. Oui, la femme mûrit. Oui. Elle mûrit, ça c'est un degré. C'est-à-dire elle se développe. Oui, quand tu prends une fille de 15 ans et un garçon de 15 ans, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui. Donc vous devrez d'abord analyser cet aspect-là pour reconnaître la valeur de la femme dans la vie de l'homme, dans la vie de la société, dans la vie de l'économie et dans toute autre vie. Oui, mais en ce moment, voilà, pour prendre l'éducation de l'homme, c'est où l'éducation doit commencer? Ça doit commencer à l'école ou bien ça doit commencer? Parce qu'une fois qu'on quitte l'école, tout devient du laisser aller. Ça veut dire que chacun prend la voie qu'il veut. En ce moment, pour amener les hommes à vraiment accompagner la vision des femmes, quels sont les canaux qu'on doit passer pour pouvoir éduquer les hommes? Moi, j'ai dit une fois à quelqu'un, moi, je ne peux pas amener quelqu'un chez je prends un exemple. Un fumé. Vous êtes un autre exemple. Vous êtes mon époux fumé. Moi, je ne peux pas t'amener à changer. C'est à toi de choisir. Entre ta vie et entre ton empoisonnement, auto-empoisonnement. Je dis auto-empoisonnement parce que tu connais les conséquences de la cigarette, les conséquences de la fumée toxique pour tes poumons, pour ta santé. Donc, c'est facile d'amener un enfant à se convertir. Et là encore, c'est scientifiquement prouvé que pour éduquer très bien un enfant, ça commence dès sa conception. Jusqu'à l'âge de 7 ans. Dans le ventre. Moi, je me rappelle que le grand-mère me donnait un conseil. Quand tu tombes enceinte, tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela. Mieux encore, tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être triste. Oui. Tu ne dois pas pleurer, tu ne dois pas être triste. Parce que de nos jours, les femmes enceintes ne pleurent pas. Pendant même le cursus de la conception. Ça veut dire que ça retombe sur l'enfant. L'enfant se développe avec ça. Avec l'envie de ne pas bébé au monde. C'est-à-dire que pour que le bébé sorte, même c'est tout un parcours du combattant. Tantôt c'est césarienne, entre-temps, la femme même s'évanouit en voulant donner la vie. Il y en a qui arrivent même à mourir en voulant donner la vie. Donc c'est tous ces intempéries-là, durant le cursus de la grossesse, qu'il faut que l'enfant peut naître parfois handicapé, retard mental, ou encore sur le plan caractère, il est difficile à gérer, difficile à éduquer, il n'est pas attentif aux parents, il y a tout ça. Tout ça qui est là. Alors, si nous voulons que l'éducation des hommes, ou encore amener les hommes à épouser la vision des femmes, il faut commencer dès cette racine-là. Les enfants. Cette racine, même à la conception. Il faut savoir concevoir. Ça aussi, c'est le débat. Il faut savoir concevoir. Mais en ce moment, est-ce que c'est pas mieux que pendant la grossesse de la femme, que l'homme accompagne la femme, par exemple, à l'hôpital ou soit dans les centres de santé et en ce moment, s'il y avait des conseillers qui parlent dans ce sens, pour que les hommes puissent comprendre qu'avant même que l'enfant sorte, le comportement ou bien l'humeur même de la femme impacte l'enfant. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Genre, au moment de la conception de la grossesse, 2 mois, 3 mois, on commence vraiment ces enseignements-là pour que les hommes puissent comprendre que l'impact vraiment de l'humeur de la femme peut vraiment impacter le bébé. Ils savent ça. Moi, je dis que les hommes savent. Mais est-ce qu'ils prennent ça en compte réellement? Mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Bon, je peux dire qu'une chose est de connaître les lois. Et l'autre chose est de les accepter et de les mettre en application. Voilà. Tu peux connaître, mais tu t'en fous. Oui, mais tu t'en fous. Or, si tu veux un enfant, c'est ça que j'ai dit à lui, je pense que la phrase est lourde de sens. Il faut savoir concevoir. Dès lors que l'enfant est, il faut savoir aussi l'éduquer.
pour que ce garçon soit un chef de famille, un bon chef de famille demain, il faut savoir l'éduquer, non seulement concevoir, l'éduquer, et puis accompagner quand il sera grand. Même dans le foyer, on accompagne pendant un certain temps avant de les laisser. Voilà. C'est pas pour rien. Et quand on s'inscrit pour un mariage religieux, on demande un enseignement sur le mariage. Avant le mariage. Voilà. On demande un enseignement. Je pense que l'inscription au niveau de l'église, c'est 3 mois avant. Oui, 3 mois avant. Mais il y a combien de personnes qui se mettent au sérieux réellement pour écouter les conseils? Il y en a combien? Ils sont peu. On est présent. Ils peuvent écouter. Oui, mais l'esprit est ailleurs. Ils n'ont rien à simuler. C'est comme que couramment nous parlons à l'église à la messe, mais est-ce que la parole même qui a été dite là, l'homélie même là, est-ce que nous on a assimilé? C'est ça. Ce sont des questions comme ça. Les hommes peuvent. C'est un parcours. C'est tout un parcours. On ne désespère pas, même si moi je n'ai pas trop foi. Bon, c'est un don de soi. Il s'agit d'un parcours. Un parcours. Voilà, si tu veux réussir sur le plan socio-économique, il faut te donner. Il faut te donner. Parce que le foyer, c'est notre image. Ah oui, c'est notre image. Alors, si tu t'assois devant un miroir, donc tu vois que ici il y a un bouton noir, tu veux que ça ressemble à tout le corps, tu vas mettre ton paquet quand même pour que, même si c'est seulement Kawaku, tu vas laver avec pour que au moins les taches soient plus petites. Voilà, sans te t'abîmer la peau. C'est un don de soi. C'est un don de soi. Moi, je pense que c'est un don de soi. Sinon, nous avons tous les miracles. Dieu nous a bénis. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence. C'est à nous maintenant de faire ce que nous avons avec. Tu devais faire du mal. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Et puis ton acte. Si tu veux faire du bien, c'est toi et puis ton acte. Quoi qu'il en soit, il y a une récompense. Voilà. Donc, que ce soit en soi-même, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans un milieu restreint, que ce soit dans la société élargie, quoi qu'il en soit, ton acte, c'est ton miroir comme ça te reflète. Ce que tu poses, c'est toi-même. À toi de savoir corriger pour que l'acte que tu poses là, quand on va dire, ah, c'est l'acte de telle personne, que toi-même tu sois fier. Que tu sois fier d'avoir posé ce acte. Si les gens sont satisfaits, s'ils sont contents de ton acte, tu vas savoir. Tu vas savoir. Mais s'ils ne sont pas contents aussi, tu le sauras. Tu le sauras. Donc je pense que les hommes doivent accompagner. Ils doivent s'exercer à les accompagner. Mais est-ce qu'en ce moment, pour que les hommes puissent accompagner les femmes, est-ce que l'État a un rôle à jouer dans cet accompagnement-là? Là, je prends l'État pour oui. Ils ont un rôle à jouer? Oui. Et je pense que le régime actuel a touché des choses, je dirais, le rôle de la femme. Le rôle de la femme. Je crois. Parce que quand on regarde dans les médias, on voit que son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a aidé certains groupements de femmes dans la mariculture. Ça, c'est un exemple phare qui est là, qui est l'actualité. Donc, il y a d'autres programmes. Je ne pourrais pas lister tout parce que je ne suis pas dans le circuit. Je ne suis pas dans le circuit, donc je ne peux pas lister. Mais je sais qu'il y a d'autres programmes. Étant donné que moi-même j'ai mis ce ouvrage en marche et qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, moi je suis sûr que dans toutes les stratégies, il y a la main de la femme. Il y a l'importance de la femme. Vous avez parlé de 12 stratégies. De façon ramassée, quelles peuvent être les 12 stratégies ou bien quelques stratégies dans la relance économique? Alors, disons que je vais juste résumer le livre en une phrase. 12 stratégies, 31 idées et 6 mesures de la relance économique. Quand vous prenez le livre, c'est mis en étapes. Les stratégies sont en étapes jusqu'au nombre de 12. Et à l'intérieur de chaque étape se trouve une idée ou des idées au moins et des mesures pour une relance économique. Dans ça même, il y a l'intervention de l'IA. L'intervention de l'IA? Oui. Ok. Dans chaque stratégie, il y a l'intervention de l'IA.
pour nous permettre d'aller plus loin et rapidement en gagnant du temps. Comment l'IA vraiment peut intervenir dans cette relance-là? Oui, parce que nous mettons des outils en place. Dernièrement, si je ne me trompe pas, je pense qu'on a maintenant une plateforme de sauvegarde de nos données. Données comment? Oui, données. Je ne sais pas si. Dans les mairies ou bien. La sauvegarde de nos données de façon générale. Ah, de façon générale, ok. Voilà. Parce que je me souviens qu'avec l'avènement de Kadhafi, qui voulait que nous ayons notre propre outils de sauvegarde. Sur Internet. Quand vous dites nos propres outils de sauvegarde, c'est en Afrique, non? Vous parlez d'Afrique, ok. Nous sommes en Afrique. Pour ne pas dépendre de Microsoft, des sauvegardes de Microsoft. Maintenant, nous avons fait que quand même ces sauvegardes soient très payées et payées par les pirates. Donc, l'intervention de l'IA sur le plan médical. L'intervention de l'IA, c'est sur le plan, moi je suis de la finance, on a besoin de l'intelligence financière. Donc, l'intervention de l'intelligence artificielle aussi. Voilà. Je dis, même dans l'agriculture, que ce soit dans les travaux domestiques d'ailleurs que nous venons d'élaborer, on peut, si l'époux est assez aisé, il peut acheter un robot pour aider à faire le ménage. Oui, mais quand vous parlez de la peine de la femme. Oui, mais quand vous parlez de l'IA dans la relance économique, mais en ce moment, est-ce que l'IA ne va pas venir remplacer les humains? Non, ça dépend. L'IA ne peut pas remplacer les humains parce que ce sont des choses programmées. Oui. Ce sont des outils qui sont programmés. Ça nécessite de la maintenance, ça nécessite un retraitement de l'information, ça nécessite beaucoup de choses. C'est notre création d'emploi en fait. Il revient aux hommes de désapprendre et apprendre. Désapprendre et réapprendre. C'est tout. L'IA ne peut pas remplacer l'être humain parce que c'est une création d'une main-d'œuvre. Du ciel. Non, mais quand je parle de l'IA remplacer les humains, je prends les usines par exemple. Voilà. Là où on pouvait embaucher 100 hommes, voilà, si l'IA intervient, ça va devenir 50 hommes. Est-ce que ça va pas augmenter le chômage en Afrique? En fait, l'intelligence artificielle demande aussi des coûts. Ces robots-là, il y a un coût. Il y a des coûts cachés derrière. Il faut avoir un très bon débit de connexion. Il faut avoir, c'est pas dans notre système où les délestages sont c'est il faut que le robot ait de l'énergie pour travailler. Voilà, il faut surveiller. C'est ça que j'ai dit en une seule phrase. Il faut que l'homme désapprenne et réapprenne. Sinon, si tu ne t'actualises pas, c'est le robot qui va t'actualiser. Mais vous avez foi que l'intelligence artificielle peut vraiment s'installer en Afrique, vu notre situation, que beaucoup nous manquons d'électricité, comme vous avez dit. Est-ce qu'on peut avoir ces robots-là ici pour que ces robots-là puissent nous aider dans nos tâches quotidiennes, vu qu'on n'a pas les ressources nécessaires en Afrique? Nous avons les ressources, mais peu sous-exploitées. Sous-exploitées. On a les ressources, mais les ressources sont sous-exploitées. Il faut d'abord qu'on prenne un élan d'une exploitation massive pour être autonome. Quand est-ce qu'on va arriver à là? Ça, c'est une question que tout le monde doit répondre. C'est pas une question d'une seule personne. On ne peut pas charger ça sur un seul président africain. Chacun doit mettre sa main. Chacun doit mettre sa main. Chacun doit apporter ses idées. Chacun doit se donner. Pour qu'on puisse arriver. Là où on doit arriver. Mais comment vous pensez, il y a des gens qui ont des belles idées, mais qui ne savent pas où vraiment les donner pour qu'on puisse les mettre en œuvre au profit de la population, par exemple. Par exemple, j'ai une idée, voilà, très pertinente, mais je ne sais pas, parce qu'il y a des idées, tu ne peux pas mettre en œuvre toi seul. Tu ne sais pas c'est où tu vas aller donner ton idée pour qu'on puisse vraiment exploiter l'idée là, pour que ça puisse profiter tout le monde. Bon,
je pense qu'il faut d'abord être reconnu. Et c'est à travers les actes qu'on va nous reconnaître. Sinon, il y a des intellectuels qui sont cachés. Il y a des intellectuels qui sont cachés. Vraiment cachés. Vous et moi, nous sommes des intellectuels. Moi, je connais des experts qui travaillent très bien, qui testent dans d'autres pays, moi aussi je le fais. Mais est-ce que les gouvernements nous connaissent? Pas du tout. Moi, je peux dire que c'est avec ce régime actuel qu'on appelle la diaspora, on valorise ce que nous avons. Sinon, tu peux avoir tes compétences, prendre le vol, aller rester ailleurs, aller faire un diagnostic au Sénégal, en Côte d'Ivoire, n'importe où en Afrique, jusqu'en Centrafrique, même jusqu'en Afrique du Sud. Tu gagnes ton argent, tu reviens t'asseoir. Mais l'État burkinabé a besoin de ces ressources. Mais est-ce qu'ils le connaissent? Peut-être qu'ils ne le connaissent pas. Ou peut-être même, bon, on les laisse et on va prendre des Français, n'importe quoi, pour venir mener des activités ici. Mais ça, c'est dû à une manque de confiance locale ou bien c'est comment? Est-ce que je peux parler de confiance locale? Ça, c'est une difficulté difficile. Moi, je n'ai pas étudié ce côté. Je n'ai même pas cherché à ce moment-là. Je n'ai pas cherché à comprendre. Je me dis que là où tu peux gagner ta pétence quotidienne, voilà. Là où on ne te reconnaît pas, tu restes en compagnie. En fait, ce côté, moi, je ne me choque pas les Bénéliens. Si j'arrive à signer un contrat avec l'État ou encore avec une entreprise en Afrique du Sud, je prends mon vol, je pense que c'est que tu peux. Le jour où l'État va reconnaître que cette personne-là, elle pose du comme ça, elle peut aider à développer tel ou tel produit, telle ou telle idée, ou encore une structure de vie. Si on veut faire appel dessus, mais tu ne fais pas appel. Quand tu parles de ta pas invité, tu te fais des problèmes. Donc il faut toujours aller là où on t'a invité. Et puis en Afrique, on dit que pour aller loin, il faut connaître quelqu'un. Est-ce que c'est pas ça aussi qui cause problème? Ça veut dire que les gens mettent... Ça veut dire qu'on donne les postes là par affinité, pas par compétence. Pas ce régime actuel. Pas ce régime actuel. Je pense que ce régime actuel fait ça. Mais je parle de l'Afrique en général. Je parle de l'Afrique en général même. Est-ce que c'est pas parce qu'on donne... les gens ont l'idée qu'on donne les postes là par affinité que les experts ne sont pas exploités? Oui. Il y a une chose qui est c'est que la corruption n'est pas seulement pécuniaire. Tout ça, c'est la corruption. Oui, c'est de la corruption. Ça revient à se poser la question de savoir est-ce que la corruption peut prendre fin? Moi, je dirais. La corruption ne peut pas prendre fin. Moi, je dirais. Partout dans le monde ou bien en Afrique seulement? Partout dans le monde. La corruption ne peut pas prendre fin. Rentrons au niveau de la Bible, plus précisément à l'Ancien Testament. La corruption existait. La corruption existe dans le Bible? Dans l'Ancien Testament. La corruption existait. Ok. Jésus-Christ est venu trouver que la corruption existait. La corruption existe jusqu'à nos jours. Nous sommes en 2025. Et ça va continuer. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de régime. La corruption existe. Et ça va toujours exister. Et ça va toujours exister. Est-ce qu'il y a Ça dit que c'est des modes d'appesantissement qu'il faut adopter. C'est des modes d'appesantissement. Il faut appesantir cette corruption. Sinon, l'effacer complètement. Ça se recommence pas. Il y a plusieurs façons de corrompre. Oui. Même le favoritisme fait partie de la corruption. Il y a plusieurs façons de corrompre. Maintenant, vous pouvez lutter contre la corruption financière. Oui. Mais les amalgames, tu ne peux pas savoir. Oui. Tu ne peux pas évaluer ça. Oui, tu ne peux pas évaluer ça. Donc, ça, c'est visage-là. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Nous tirons vers la fin de l'émission.
Voilà. J'ai une question aussi à vous poser. Peut-être que vous avez eu à énumérer certaines choses aussi dans ce que vous avez dit. Voilà, le rôle de la femme dans la préservation et la transmission des valeurs socio-éducatives dans nos familles. Parce qu'avant, on parlait du rôle de la femme dans la relance socio-économique. Maintenant, on parle de la préservation et la transmission des valeurs sociales et éducatives dans nos familles. Il y a un secret qui est là. La femme, c'est comme la terre, le sol. Le sol. Quand tu sèmes arachide, ça va germer. Ça va germer. Tu vas donner des pousses d'arachide dans le sol. Et quand toi tu vas voir que les feuilles commencent à jaunir, voilà, tu dis que bon, c'est arrivé. C'est arrivé. La femme est comme ça. Si tu lui donnes un bisou, elle te donne 2 bisous. 2 bisous. Si tu lui donnes ton spermatozoïde, elle va te donner un enfant. Donc, alors dans le bon sens, accompagner les femmes pour qu'elles puissent jouer correctement leur rôle dans les familles, dans la société, sur le plan économique. Accompagner-nous. On a besoin de ça. Quand on prend par exemple les contraintes financières au niveau de la femme, c'est pas. Elles ont un accès limité au financement. Le financement. Faute de garantie. Pourquoi les hommes peuvent avoir des garanties matérielles et pas les femmes? Accompagner. Il y a des stratégies d'accompagnement. On peut amoindrir le truc, la valeur des trucs, des garanties, ou encore subventionner. Subventionner. Oui, les activités des femmes. Et quand on prend sur le côté social, la réussite, la majeure partie des conservations des bonnes mœurs, ce sont les femmes. Oui, il y a des hommes. Il y a des hommes. Mais la majeure partie, ce sont les femmes. Une femme vertueuse, c'est le paradis que vous avez. Oui, c'est le paradis. Mais si tu l'as pas tué, tu as eu l'enfer aussi. Oui, tu as eu l'enfer aussi. Donc, je vous remercie infiniment. On dit que les belles choses aussi ont une fin. Nous tirons vers la fin. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est de considérer les femmes. Les femmes. En grand caractère. Un grand caractère. Considérons les femmes comme un levier stratégique de développement durable, résilient, équitable, avec toutes les vertus nécessaires. Considérons les femmes comme un levier de relance économique, là où le besoin est. Je vous remercie. Où on peut trouver votre livre? C'est vrai. Mon ouvrage est déposé dans 3 librairies. Au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou. Nous avons Jeunesse d'Afrique, Mercury et Diakfa. Jeunesse d'Afrique, Mercury et Diakfa. C'est 3 librairies. Et bien sûr, avec l'auteur que je suis. D'accord. Il y a des numéros que les gens peuvent appeler pour commander le livre directement. Oui, il y a des numéros. Nous avons le 70 84 67 71 et le 77 36 67 07. Également, je voulais vous poser la question de savoir votre ouvrage qui est très intéressant à moi. Voilà, parce que le parcours de mon âme, ça touche beaucoup. Quand on reconnaît son âme, on peut prendre le contrôle de sa vie. De sa vie. À mon sens, où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage en plus de chez l'auteur? En plus de ce l'auteur, voilà, j'ai le livre numérique, voilà, que les gens peuvent trouver sur place. Et le livre physique, on peut l'avoir au Burkina Faso, voilà, dans les librairies, parce qu'on a commencé à distribuer. Voilà, on va voir les librairies partenaires pour que le livre soit disponible pour tout le monde. Mais vous pouvez me contacter au 74 73 20 71, c'est un numéro WhatsApp. 74 73 20 71. Le livre est disponible au Burkina Faso. Je tiens à préciser que le livre aussi, c'est un projet de construction d'orphelinat. Voilà, je me dis que on travaille, on va avoir l'argent. Mais après nous,
quelle sera notre contribution vraiment pour la génération à venir. Donc j'ai écrit le livre pour dire que une partie des revenus du livre seront servis pour construire un orphelinat. Voilà, surtout précisément au Burkina Faso ici. Merci beaucoup. Merci bien. Donc, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup.